Bonjour à tous, bienvenue sur le compte TikTok de France Info. Je suis Cédric Cousseau, journaliste à France Télévisions. Bonjour à tous, moi c'est Caroline Delaveau, je suis aussi journaliste à France Info et je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Bienvenue sur le compte de France Info. On est ensemble pour une heure et demie. On va parler de la mémoire, ou peut-être même des mémoires, exactement. puisque l'on va parler ensemble de ces événements qui restent ancrés dans notre cerveau, dans notre mémoire, des événements qui peuvent être heureux, ou peut-être qu'ils le sont moins aussi, on l'abordera. Des événements que l'on a pu vivre individuellement, seul, face à sa télévision, ou alors, à l'inverse, collectivement, rassemblés, par exemple, face à une Coupe du Monde. Nous aurons deux invités qui vont nous rejoindre très rapidement dans ce live, deux pointures que nous avons conviées pour échanger et pour comprendre comment fonctionne notre cerveau et du coup la mémoire. Thomas Negaroff, qui est journaliste et historien à France Info, la radio. Et nous aurons également Nadine Ravel, qui est chercheuse au CNRS. Elle est une spécialiste de la mémoire. Exactement. Et on aimerait bien faire connaissance avec vous. Dites-nous dans le chat d'où vous nous regardez, dans quelle ville vous êtes. Nous, on est à Paris, au siège dans les de locaux France. de France Télé, Voilà. dans le 15e. Exactement. Et dites-nous d'où est-ce que vous êtes, comme ça nous permettra de mieux se connaître et d'échanger. Et peut-être même de voir s'il y a eu des événements dans votre ville et ça sera l'occasion d'en parler. Exactement. Donc il y a Pauline qui nous dit bonjour. Hello. À Mulhouse. Mulhouse. Moi je suis à Strasbourg, pas Mulhouse encore. Mulhouse, continuez à nous dire rejoindre. un petit peu, voilà. Peut-être tu peux nous dire, Caroline, comment va se dérouler ce live? Alors, ce live va se dérouler de cette manière. On va avoir des quiz pour savoir un peu quelles sont les actus qui vous ont marqué. Et on posera toutes les questions aussi à nos experts pendant ce live. Donc, je vois qu'on commence à nous répondre beaucoup. Saint-Louis, Paris, ouais, beaucoup de Paris. Et je vois Pauline Poquet. Alors, on la salue parce que c'est notre consoeur de France Télé Slash. Et elle animera demain un live sur la mémoire, consacré plus à la mémoire. Comment est-ce qu'on retient les événements, les cours, ses rêves, etc. Donc, bonjour Pauline, et on se dit à demain sur le même compte, sur France Télé Slash, où on parlera de la mémoire également. Restez avec nous jusqu'à la fin, puisqu'on aura une petite surprise. On va accueillir dès maintenant nos invités. Nos invités, c'est toujours le moment un peu fatigué. Ouais. Voilà. Ah, bah c'est Bonjour Nadine Ravel, et bonjour Thomas Negaroff. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes bien installés, tout va bien? Impeccable. Donc Thomas Negaroff, donc je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, donc journaliste et historien à France Info, la radio, parce que c'est un média global, il y a les réseaux sociaux, le web, la télé et la radio. Et Nadine Ravel, qui est spécialiste de la mémoire. On la remercie vraiment parce qu'elle est venue de Lyon juste pour nous à Paris. Elle fait le transit vite fait aujourd'hui, donc un très grand merci. N'hésitez pas à leur poser des questions dans ce live. Et le but, c'est qu'on échange et que l'on puisse vous transmettre plein de questions. Exactement. Et on va commencer peut-être avec un premier quiz. Je vois qu'on est 40. Dites-nous un petit peu près d'où vous nous regardez. C'est super. On va commencer avec un événement. Alors, vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que nous, on voit un peu en retourné. On va à l'envers. Exactement. On a deux événements, la Coupe du Monde 98 et la Coupe du Monde 2018. Dites-nous en commentaire si c'est plutôt la Coupe du Monde 98 qui vous a marqué ou celle de 2018 avec ces petits codes couleurs. Voilà. Alors on fait comme si c'était à l'envers ou on fait comme si c'était pas à l'envers? On fait comme ça, voilà. Je sais pas si vous voyez Coupe du Monde 2018, 89. Ah non, ça c'est la ville, très bien. 98. 98. Avec Zidane, effectivement. Vous, Thomas, Nadine, quelle est la Coupe du Monde qui vous a le plus marqué? Alors moi, sans hésiter, 1998. C'est vrai, vous avez une image particulière en tête? J'ai un souvenir très particulier de cette Coupe du Monde. Lequel? Racontez-nous. Alors, j'ai des amis américains avec qui je travaille qui sont là. Et on est tous, ils sont encore plus excités que nous, les Français. Et on est tous maquillés avec des drapeaux français, les Américains aussi. Et là, vraiment, quand la France gagne, c'est le paradis. Et pourtant, je ne suis pas une fan de foot. C'est intéressant ça, parce que c'est l'événement et l'émotion que l'on garde d'un événement. Ouais. Exactement. On va en parler peut-être après. Exactement. Et vous, Thomas? Alors, moi, vu mon âge, c'est 98 aussi, parce que c'est la première fois, c'était Zidane, on a quelques points communs. Mais je pense que j'ai aussi un événement traumatique avec 2018. Je ne sais pas si ça fait partie de ce qui explique la mémoire, mais on gagne la Coupe du Monde.
et je décide d'aller faire un foot dans le jardin pour fêter ça avec ma fille, et pour rigoler, je plonge et je me relève avec le doigt vraiment en angle droit. Ah et oui, ça devait faut dire être que je pense que, je ne sais pas si ça joue dans la mémoire, mais je pense que toute ma vie, je me souviendrai de ce jour-là, parce que j'ai fini aux urgences, et on était quand même champion du monde. Mais donc voilà, peut-être que la mémoire aussi, elle s'inscrit dans le corps, en l'occurrence. Il y avait de l'émotion en 98, il y avait de la douleur en 2018. Je ne sais pas ce qui sera le plus fort à la fin de ma vie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt 98, parce que c'était la première fois. Je vois des gens qui disent que c'était la première fois. Ouais, il y a beaucoup de 98. Finalement, étonnamment, la on première sait que fois, c'est c'est plus fort. 2018. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Thomas, et du coup d'interroger Nadine Ravel. Pourquoi est-ce que l'on garde, en prenant l'exemple de Thomas, hein, c'est lui, il a le souvenir des urgences. Pourquoi est-ce qu'il a ce souvenir-là? Pourquoi c'est ancré en lui finalement? Est-ce qu'il y a une logique? Alors, je pense que c'est sûr que l'émotion intervient, c'est-à-dire l'émotion de la première fois. Et l'émotion de la deuxième fois est moins forte, on pourrait dire. Donc, peut-être que ça aussi, ça joue. Et ensuite, il y a un effet de récence, c'est-à-dire que le souvenir de 2018 est beaucoup plus récent. Et comme il est lui aussi connoté négativement, ben, il s'est inscrit, il a un peu masqué le premier souvenir. Après, il est plus ancien, mais il a été tellement réinvoqué 98. Regardez qui commente le foot sur M6, c'est Robert Pires. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France, c'est Didier Deschamps. Il y a tout un monde de 98 qui est très fort, mais moi je suis très vieux. Et donc j'ai des émotions très fortes de foot de 86 par exemple, demi-finale France-Brésil, quart de finale France-Brésil, ou 82 France-Allemagne, c'est mon tout premier souvenir de foot. Et c'est vrai que c'est des souvenirs qu'on conserve parce qu'on les entretient en fait, parce qu'on continue à en parler avec les potes, parce qu'on les voit à la télé, parce que ils sont réactivés en permanence. Du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'oublie pas. Exactement. Alors, on va en parler un peu plus précisément. Après, on va continuer le quiz. En tout cas, je vois beaucoup de gens qui s'abonnent au compte de France Info. Merci beaucoup. À tous. Et on continue sur un quiz consacré à la mémoire. Et consacré à la mémoire. Donc pareil, un nouveau quiz, 2 mouvements qui ont agité la société. Alors pareil, vous voyez en inversé, hein, parce que ça, la préparation du live, on l'avait pas prévu, mais c'est le live. On a 2 événements, le mouvement Black Lives Matter et le mouvement MeToo, qui sont nés, alors pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui ont vraiment connu un succès important avec les réseaux sociaux. Alors je vois, on me fait des grands signes, donc je monte bien la belle pancarte. Donc dites-nous si c'est plutôt le mouvement Black Lives Matter qui vous a marqué, vous mettez un emoji jaune, et si c'est plutôt le mouvement MeToo qui vous a marqué, plutôt un emoji bleu. Là, l'idée c'est pas de comparer 2 événements, mais c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui vous a le plus marqué entre ces 2 événements. Toi Cédric par exemple? Moi, c'est Black Lives Matter, parce que c'est vrai que ça a pris une résonance tellement énorme, le côté aussi injustice, Trayvon Martin. Peut-être que ça joue, ça aussi, Nadine, sur le côté émotion. Est-ce que la colère, la joie, l'indignation, est-ce que ce sont des ressorts pour la mémoire? Alors, la première des choses, c'est que si vous organisez un quiz, c'est justement qu'on n'est pas tous pareils. Et je pense que notre réaction, elle est vraiment liée à notre parcours de vie. Et il y a des choses qui rentrent en résonance avec ce qui nous constitue. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, je crois que c'est très difficile d'expliquer. Les 2 valent la peine qu'on soit émotionnellement marqué. Mais spontanément, si vous me demandez de répondre, moi aussi, je dirais Black Lives Matter. Après, c'est des événements qui sont quand même de nature très différente par rapport à la Coupe du Monde, parce que c'est pas un événement, on parle d'un mouvement de société en fait. Exactement. Et c'est là effectivement où on est plutôt touché par quelque chose qui peut nous concerner peut-être, et c'est là où on est par rapport à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle concerne tout le monde et personne à la fois, à part les joueurs, les entraîneurs et les familles des joueurs, mais vous voyez, c'est un événement. Là, on peut être touché personnellement par un MeToo, par exemple, hein, si soi-même on a été victime de quelque chose, si on a été le parent de victime de quelque chose, etc. Black Lives Matter aussi, hein, si on est soi-même, si on se considère soi-même comme victime de discrimination ou si on est très proche de ces questions-là. Donc, c'est quand même des événements qui sont plus intellectualisés, je dirais, que les événements sportifs, qui touchent directement, qui ont vie complètement. Là, à part les quelques gens qui ont pu le vivre et qui d'ailleurs ont été à l'origine du mouvement, on ne les a pas vécus directement. C'est des événements qui sont passés par, je ne sais pas quelle partie du cerveau, mais par le cortex, par la réflexion. Et donc, c'est plutôt
c'est plutôt, c'est un peu de nature différente, je pense. On n'est pas sur, je me suis pas dit, MeToo, je m'en souviens très bien le jour où j'ai entendu parler de MeToo. Je pense que personne ne se souvient du jour où il a entendu parler de MeToo. Exactement. Et je vois d'ailleurs dans les... Pardon Nadine. Je pense qu'on en reparlera, mais le premier événement, fait appel à une forme de mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. C'est la mémoire de nos épisodes de vie, vraiment un truc qu'on a vécu. Alors que le deuxième, c'est presque une mémoire des faits et des choses. Sauf si, bien sûr, on a été victime soi-même. Après, je vois un commentaire de quelqu'un qui dit effectivement la vidéo de George Floyd, par exemple. Oui. Ça, typiquement, on est sur quelque chose de très sensible, très fort. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on se souvienne du moment où on l'a vu la première fois. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui ont été tellement choquantes, tellement frappantes, avec cet Africain-Américain qui se fait tuer par un policier, Derek Chauvin, qui lui met le genou sur la carotide. On se souvient de cette image. Bah, l'image, elle est forte. Alors que MeToo n'a pas d'image comme ça, en fait. Exactement. MeToo, c'est un mouvement... Voilà, c'est un mouvement très... On va parler des images, raconter, quoi. Peut-être une dernière image. Et je vois justement dans les commentaires qu'il y a beaucoup plus pour Black Lives Matter que pour MeToo. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous allez voir, effectivement, les pancartes, elles sont à l'envers. Donc, je vais vous dire, voilà, entre ces deux événements, alors là, c'est des événements qui sont plus dramatiques. On a d'un côté l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'était le 15 avril 2019. De l'autre côté, les explosions au port de Beyrouth. Donc, c'est deux événements qui sont complètement différents, mais ça va être intéressant de voir justement, parmi ces deux événements, lequel vous a le plus marqué, ou en tout cas, si vous avez une image en tête, laquelle est la plus forte pour vous dans votre esprit, en fait. On va demander, du coup, à ceux qui nous regardent, lequel de ces deux événements peut-être vous a le plus frappé. Je vois beaucoup de Beyrouth, bleu. Tout à fait, ouais. Et c'est intéressant, justement, parce que c'est intéressant de voir qu'un événement qui va se produire à des milliers de kilomètres de chez nous, ça va plus nous toucher qu'un événement comme Notre-Dame de Paris où on imagine, voilà, quand on est français, on pourrait se sentir plus touché. Comment on peut expliquer ça ? Enfin, pour moi, la réponse est claire. À Beyrouth, il y a eu quand même beaucoup de morts, quoi. Oui. Donc là, je pense qu'il y a aussi une empathie. Moi, je revois ces images. Et puis, en plus, il y a le côté empathie pour tous ces gens dont la vie s'est arrêtée, là. Alors, Notre-Dame, c'est triste. Mais pour moi, c'est pas au même niveau. Ouais, et puis je vois quelqu'un qui dit que Beyrouth, c'est politique. Et effectivement, je pense qu'il y a l'image. Les deux images sont impressionnantes. Hein. Franchement, les images de Notre-Dame en feu, pour les gens qui ont vu ça, ils étaient impressionnés. Moi, j'étais très impressionné et triste aussi par cette image-là. J'étais triste. Voilà. Et puis, effectivement, de l'autre côté, il y a plutôt une sidération parce qu'il y a l'explosion. Du coup, en plus, il y a des questions qui sont posées immédiatement. Très vite, à Notre-Dame, on a su que c'était un accident, même s'il y a quelques complotistes qui ont évoqué autre chose. Alors qu'à Beyrouth, il y a toute une réflexion autour de ça, ce que ça a dit de Beyrouth. Ensuite, il y a eu Macron y allait, il y a eu des lives bruts là-dessus. Il y a eu plein de choses, plein d'informations. Et l'image était quand même tellement impressionnant de voir toute une ville quasiment détruite. Et puis, on a quand même aussi beaucoup de liens avec le Liban, des liens affectifs entre nos deux pays. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui expliquent aussi ça, mais c'est sûrement aussi générationnel. Hein. Peut-être qu'il y a plein de jeunes qui nous regardent, pour qui Notre-Dame qui brûle, c'est triste. Mais bon, ça, voilà, je dis pas que c'est pas grave, mais ils se disent que ça sera reconstruit. Là où Beyrouth, c'est des morts, effectivement, donc on est sur quelque chose de plus fort émotionnellement, et encore une fois, de plus analytique parce que qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. C'est vrai que dans ceux qui nous suivent, c'est assez partagé. Et pour ceux qui nous rejoignent, on fait ce live consacré à la mémoire. Je suis Cédric Rousseau et Caroline Delavaux. Voilà. On est tous les deux journalistes à France Info. Et avec nous, on a la chance d'avoir Thomas Negarov, qui est journaliste et historien, et Nadine Ravel, qui est spécialiste de la mémoire. On voit, du coup, c'est esquisser plusieurs ressorts, plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on imprime quelque chose dans notre cerveau, et on voit avec vous que l'image, c'est très important. Quand on voit Notre-Dame, moi j'ai cette image de cette flèche qui s'embrase et qui tombe. Thomas, toi qui travailles dans les médias, qui est journaliste, est-ce que c'est quand on a une image forte que l'on a du coup un récit et que c'est beaucoup plus facile d'entretenir une mémoire? Oui, alors c'est vrai que l'image, c'est intéressant d'ailleurs parce que les deux premiers événements qui ont pour le coup marqué l'opinion, et tout le monde sait où il était, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune et c'était la mort de Kennedy, l'assassinat de Kennedy. Les deux, il y a des images, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois l'image a été
un choc terrible. Il y a des gens qui ont écouté à la radio quand même hein, pour l'homme sur la Lune. Mais enfin, bon, c'est quand même l'image qui est très impressionnante, qui fait que tout le monde sait où il était à peu près ce jour-là. Donc il y a l'image, mais ce qui est intéressant, et ça renvoie à une vidéo que vous avez déjà faite, au dernier live que vous avez fait, c'est qu'alors qu'il y a l'image, c'est les deux événements où il y a peut-être le plus de théories Oui, qui paradoxalement. tendent à expliquer l'image que l'on est en train de voir. C'est-à-dire que quand on voit, même malgré le fait de voir, on s'interroge quand même sur la réalité de l'image. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'image, c'est effectivement très fort pour marquer dans la tête et marquer un événement et le rendre incroyablement impressionnant. Mais l'image aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, elle permet non seulement d'être revue en permanence, donc de réactiver tout le temps la mémoire de l'événement et de la rediscuter tout le temps. L'homme sur la Lune, est-ce que le drapeau, c'est bizarre ce drapeau qui est tout droit, c'est bizarre, il n'y a pas d'ombre. Regardez Kennedy, la tête elle part en arrière, on regarde les détails. C'est-à-dire que l'image, à la fois elle choque celui qui le voit la première fois, mais elle entraîne une répétition infernale et éternelle. Et c'est aussi un peu pareil avec le foot. Combien de fois on a vu la tête de Zidane qui marque son but en finale de la Coupe du Monde? On l'a vu des milliers de fois en fait. Et donc c'est la force de l'image. Et du coup, moi je me demande comment c'était avant qu'il y ait des images. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'événements avant qu'il y ait des images? C'est un peu vrai, ou en tout cas les événements étaient traités de manière très différente. On en parlera peut-être tout à l'heure. Nadine Ravel, vous qui êtes spécialiste du cerveau et de la mémoire, l'image avec les chaînes d'infos en continu, mais l'info en continu, elle existait aussi avant les télévisions. Du coup, il y a beaucoup d'événements chaque jour. Est-ce que ça joue sur notre cerveau? Est-ce que ça joue sur la mémorisation? Est-ce qu'on doit du coup mémoriser encore plus de choses? Ou alors est-ce que de toute façon, comme un disque dur, au bout d'un moment, c'est full, c'est plein et on ne peut pas faire plus? Alors, je pense que il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit qui s'expliquent par le fonctionnement de la mémoire. Alors, la première des choses, c'est sur ce que vous êtes en train de dire. Beaucoup de médias, beaucoup d'images, on est bombardé d'images. Ça crée des interférences dans notre mémoire parce que ces images, malgré tout, même si elles ne sont pas superposables, elles partagent certains traits. Et donc, ça vient perturber des images qu'on a stockées auparavant. Et on peut avoir tendance à avoir du mal à les séparer. Et par rapport à la réactivation, ce que tu disais, en fait, on vit un événement, on voit une image pour la première fois, un homme qui marche sur la Lune. Après, on va remontrer ces images, mais on va les accompagner avec une réactualisation des connaissances. Et du coup, la mémoire va complètement se transformer. On va passer d'une mémoire d'un épisode de vie, j'ai vu un homme qui a mis pour la première fois le pied sur la Lune, à oui, mais alors, oui, le drapeau était comme ça, etc. Et y compris des choses qu'on n'a pas vues la première fois et qu'on va intégrer dans son souvenir. Parce que là, on touche vraiment à un truc très important pour la mémoire, c'est qu'elle est tout sauf fidèle. C'est-à-dire qu'elle se forme. Si on la réactive, on ne la consolide pas, on la fragilise pour la réactualiser. Donc, c'est un paradoxe, mais si on répète une image, on ne va pas forcément aller dans le sens, on va s'éloigner de comment elle a été perçue au début, parce qu'on va y rajouter du sémantique, on va y rajouter D'ailleurs, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire quels sont les événements qui vous ont le plus marqué. Il y a quelque chose qui a marqué ces 20 dernières années, c'est le 11 septembre. On dit toujours, on sait là où on était le 11 septembre, ce qu'on faisait. Nadine, vous qui êtes spécialiste de la mémoire, comment on explique ça? Est-ce que c'est parce que notre cerveau il se fige comme une scène de crime qui se gèle? C'est ce que disent les policiers. Mais est-ce que du coup notre cerveau il se fige à un moment T parce qu'il y a un événement qui est hors norme? Du coup, on se souvient ce qu'on faisait. Ça peut être très accessoire. On pouvait être dans sa cuisine, on pouvait être en train de faire ses courses. Mais pourtant, l'événement est associé à cette chose qui est accessoire. À quoi ça sert finalement pour le cerveau de retenir ça? En fait, c'est la caractéristique de ce type de mémoire. On appelle ça les flashbulb memories, ou c'est une forme de mémoire d'un épisode de vie qui s'ancre dans le temps, ce qui est assez rare. On est très mauvais pour ancrer les souvenirs très précisément dans le temps, mais celui-là, on peut le faire et on peut. Une des caractéristiques de cette mémoire, c'est qu'on peut dérouler le film depuis ce qui s'est passé quelques minutes avant jusqu'à après. Et on ne peut pas faire ça pour tous les souvenirs. On peut le faire uniquement pour ces souvenirs un peu traumatiques, je dirais, vraiment, qui déclenchent ça. Et c'est assez rare d'avoir ça. On peut dérouler le film de ses souvenirs, mais de façon
très précises comme ça, ancrées autour d'un événement, il y a peu de choses. Il faut que ce soit très fort émotionnellement pour que ça... Et justement, Nadine, j'avais une question. Est-ce qu'on mémorise différemment un événement heureux d'un événement malheureux? Ou c'est vraiment aléatoire? C'est une très bonne question. C'est vraisemblablement, il y a des parties de circuits qui sont communes, et puis d'autres éléments du circuit qui viennent. On a un circuit de la récompense dans le cerveau, donc ce circuit de la récompense, c'est ce qui fait qu'on se sent inondé de bonheur, même quand Zidane gagne la Coupe du Monde et qu'on n'est pas fan de foot, on ressent beaucoup de bonheur à ce moment-là, et donc ça active les circuits de la récompense. Et puis pour un circuit négatif, il y a aussi peut-être d'autres zones du cerveau qui sont mobilisées. Pas encore vraiment très clair ça, mais en tout cas l'émotion est un facteur très important pour encoder les souvenirs. Alors, mais peut-être pas exactement de la même façon. Il y a Ismaël qui nous demande qu'est-ce qui peut perturber notre mémoire. C'est vrai que parfois on pense à un événement, puis notre mémoire elle nous joue des tours parce qu'on se dit ça a duré 5 minutes. Ou alors il y avait ça et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Ou alors on a des fragments de l'événement qui sont justes, puis d'autres choses que parfois notre cerveau a peut-être construit. Du mal à reconstituer aussi. Alors la première chose c'est que la mémoire c'est pas une photographie de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je vais sortir de cette pièce, vous allez me demander ce que j'ai vu et je pourrais vous décrire certaines choses, mais pas tout. Thomas pourra sans doute décrire d'autres choses, pas les mêmes que les miennes. Donc déjà, on fait un filtre sur ce qu'on appelle la prise de vue de l'événement. Donc, ce qu'on n'a pas encodé, on ne pourra pas le rappeler. C'est-à-dire que si vous confrontez un souvenir, par exemple, avec des amis, vous avez vécu exactement la même chose, vous allez voir qu'il y a des gens qui auront vu certaines choses et d'autres pas. Ça, c'est parfaitement normal. Après, les choses qui peuvent venir perturber la mémoire, c'est justement toutes ces interférences. On va manger avec des copains au resto. Si on y va souvent, ça sera difficile de se rappeler. Tu te rappelles quand on est allé manger dans ce resto libanais, il y avait un tel et un tel. Non, ils n'y étaient pas, etc. Et ça, c'est parce que les souvenirs se mélangent. Ils ne sont pas assez différents. Et ça, c'est pas pathologique, hein, c'est vraiment quelque chose de normal. Mais il y a des expériences en psychologie sociale où on fait intervenir un événement et les gens, même un événement même très puissant qui fait très peur, etc. Et les gens, pourtant, après, quand ils doivent restituer, n'ont absolument pas la même restitution. C'est-à-dire que comme si on avait chacun notre propre sensibilité qui fait qu'on va être plus attentif à telle ou telle chose, mais y compris, par exemple, à décrire le type qui entre et qui menace tout le monde. Exactement. Et la police, c'est un problème. C'est un problème pour les témoignages. Tous les témoignages, d'une manière générale, c'est un peu le problème. Alors, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure. Voleur de sourire qui nous pose une question, très, très joli pseudo. Le rabâchage influence l'inconscient collectif. Alors, peut-être je vais tourner la chose différemment, j'espère ne pas trahir sa pensée, mais par exemple, Thomas, vous êtes spécialiste des États-Unis. On a une mémoire qui est plus grande des États-Unis, une mémoire même historique des événements, des faits historiques, plus que même européens d'ailleurs, ou chinois ou russes, si on compare des grandes puissances. Pourquoi est-ce qu'on est plus proche de cette mémoire-là qu'une autre mémoire étrangère? Donc, je suis aussi prof d'histoire géo, enfin je l'ai longtemps été, et la répétition, évidemment, fait partie de l'inscription dans la mémoire. C'est quand on répète en permanence les choses, qu'on les apprend. Alors après, les gens qui nous regardent, il y a peut-être des lycéens, des collégiens qui ont des mémoires très différentes. Certains, c'est en écrivant qu'ils retiennent, d'autres en écoutant, d'autres en regardant. Donc, les types de mémoires sont différentes. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que l'actualité des États-Unis, elle est parfois même trop présente. C'est moi qui le dis. Donc, effectivement, on a une connaissance fine des choses, mais en même temps, on oublie tout le temps. C'est-à-dire que moi, tous les 4 ans, il faut que je réexplique à la télé comment fonctionnent les élections américaines, qu'il y a des grands électeurs. Donc, il y a quand même un oubli. C'est-à-dire qu'on apprend et on oublie assez vite quand même. Alors, je ne sais pas ce qu'on retient pour toujours et ce qu'on oublie, mais j'ai quand même plutôt l'impression que tout ce qui est de l'ordre de l'actualité, on l'apprend, on l'oublie, on le désapprend, on le réapprend. Enfin, c'est une espèce de répétition permanente. Là, c'est plutôt la spécialité de la mémoire qui peut répondre à ça, mais je ne sais pas ce qui fait que tout à coup, quelque chose est resté inscrit dans la mémoire. Alors, quand on rabâche, en fait, quand on a beaucoup d'informations, par exemple, sur ce qui se passe aux États-Unis, on se crée une espèce de schéma autour de ces connaissances qu'on a des États-Unis.
Et après, c'est assez facile de rajouter une connaissance supplémentaire à ce schéma. Mais il faut une base. Mais il faut une base. Si on n'a pas cette base, si on ne sait rien de ce qui se passe, par exemple, en Afghanistan, et que tout d'un coup, ça surgit, on va avoir beaucoup plus de mal, parce que le cerveau est fait comme ça. Il mémorisera beaucoup plus facilement, parce que ça lui demandera moins d'énergie, ce sera moins coûteux en énergie, quelque chose pour lequel il aura déjà formé un schéma de mémoire. D'ailleurs, vous avez emmené un cerveau, Nadine. Est-ce que vous pouvez nous montrer où est-ce qu'elle se loge? Vous croyez que personne ne va partir après? Ah non, en quelques secondes. Montré, si tout le monde se déconnecte, ça va être vraiment on vous en voudra au contraire. Donc, j'ai amené un cerveau. Il est en plastique. Ça n'est pas un vrai cerveau. On peut taper dessus. On peut même, attention, on peut même l'ouvrir pour voir ce qui est à l'intérieur. Donc, ce que je voulais vous montrer avec ce cerveau, c'est que vous voyez qu'il y a toute l'enveloppe qui est autour du cerveau, c'est le cortex. Et ça, c'est vraiment nos fonctions supérieures. Par exemple, alors ça, c'est rigolo. On voit avec le cortex visuel, il est là. C'est-à-dire que les yeux derrière la tête, c'est pas un mythe. Hein. Les images, elles sont enregistrées dans notre cerveau à l'arrière. Ici, on a un cortex qui s'appelle le cortex pariétal, là, le cortex temporal et le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est vraiment ce qui vous permet de prendre des décisions, de trier les informations. Donc, ça, c'est vraiment très, très important pour la mémoire. Mais tout ça, je dirais que ce sont finalement les entrées dans le cerveau. Et ensuite, la fabrication des souvenirs, c'est plutôt à l'intérieur du cerveau. Et c'est plutôt dans une zone qu'on appelle l'hippocampe et qu'on ne voit pas là sur cette coupe qui est un peu ancienne, mais qui se trouverait à cet endroit-là. Voilà. Et donc, par exemple, donc Thomas, il est venu en scooter. Tout à l'heure, il doit aller voir un match de foot. Il va peut-être se dépêcher sur son scoot. Je ne lui souhaite pas qu'il tombe, mais s'il tombe en arrière, par exemple, il va perdre des éléments visuels de sa mémoire. C'est un risque. Est-ce que je vais être pour Leipzig? Il ne faudrait pas qu'il perde son cervelet aussi, parce que là, il y a aussi une structure très importante qu'on appelle le cervelet qui sert à... Au début, on pensait que c'était uniquement quelque chose qui servait à la motricité, mais en fait, ça sert à bien plus de choses, à la mémoire spatiale, à plein de choses. Donc, d'une manière générale, il ne vaudrait mieux pas tomber. Pas tomber, non. Mais c'est hyper intéressant, c'est intéressant ce que dit Nadine, parce qu'elle emploie une expression qui m'a intéressé. Tu dis la fabrique des souvenirs. Oui. Je trouve ça passionnant parce que moi j'ai l'impression que je ne fabrique pas mes souvenirs. J'ai l'impression que mes souvenirs ils m'arrivent et puis ça se trie et puis il y a des choses et en fait non, tu dis tu fabriques. En fait, il y a plusieurs choses. J'ai juste un tout petit peu de temps pour expliquer ça. Allez-y. Bien sûr. Et puis après on va refaire un quiz ensemble. Et après on aura une question aussi d'un D'accord. Donc je vis quelque chose. On est en train de vivre quelque chose. Mon cortex préfrontal va sélectionner les informations que je vais engranger. Il va les sélectionner, ça sera pas Thomas et moi, on va pas sélectionner les mêmes choses. Ça dépend de notre vécu. Ensuite, ces informations, elles vont être traitées par les différents canaux sensoriels. Il y a ce que j'entends, il y a cette lumière qui chauffe un petit peu, il y a des odeurs, il y a toutes sortes de choses. Tout ça, ça va au final converger dans ce que j'ai appelé l'hippocampe, c'est-à-dire cette structure centrale. Et ensuite, l'hippocampe va associer ces souvenirs et les redispatcher un petit peu dans le cerveau. Autrement dit, l'hippocampe, il aide à la fabrique des souvenirs simplement parce qu'il sait où on a rangé les choses. En fait. Il permet d'assembler les choses entre elles et il sait après où est-ce qu'on les a rangées. Et donc, il suffit ensuite de rentrer par un élément du souvenir, la photo de Thomas, par exemple. Ah oui, ou l'odeur. Ou l'odeur. Pas l'odeur de Thomas. Hein. Pas l'odeur de Thomas, mais l'odeur qu'il y a dans cette pièce. Et là, hop, on va dans l'hippocampe et l'hippocampe, il redéroule tout le souvenir. J'ai l'impression que Thomas, il va écrire un livre qui s'appellera La famille. Non, mais je trouve ça passionnant. Et justement. Mais encore une fois, il y a un truc sur lequel il faut vraiment insister, c'est que on a une fabrique des souvenirs qui est complètement individuelle. Ouais. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, peut-être, on rappelle où on est. Donc, déjà, à ceux qui nous rejoignent, merci. Vous êtes sur le compte TikTok de France Info. Je suis Cédric Cousseau et Caroline Delavaux. Journaliste à France Info, je t'en prie.
Et nous sommes avec Nadine Ravel, qui est spécialiste du cerveau, de la mémoire, qui est chercheuse au CNRS, et Thomas Negarov, journaliste et historien à France Info. On va faire un deuxième quiz, parce qu'effectivement, c'est toujours propice à apprendre plein de choses sur les mécaniques de la mémoire. Et cette fois-ci, je pense que vous allez bien les voir, les photos. L'idée, c'est que je vais vous montrer deux images, deux photos différentes. C'est pas forcément d'un même événement, mais vous allez nous dire laquelle pour vous résume le mieux l'événement, ou en tout cas celle qui vous a le plus marqué. Alors, on va parler d'abord du Covid-19 avec cette image, Emmanuel Macron le 16 mars 2020 qui annonce le premier confinement qu'on va vivre en France, et cette phrase « Nous sommes en guerre ». Il y avait 35 millions de téléspectateurs, je pense qu'on se souvient tous où on était ce jour-là. Et deuxième photo, Paris complètement vide, quelques jours plus tard, en plein confinement. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. J'avais jamais vu ça, ce silence, les oiseaux, enfin tout. Dites-nous du coup, en commentaire, quelle est la photo. Alors, elles font ma taille, hein, moi, je suis la photo qui vous a le plus marqué, moi, je pense que c'est plutôt celle d'Emmanuel Macron quand même. Eh ben, comme disait Nadine tout à l'heure, on a chacun une mémoire individuelle. Du coup, vous disiez, c'est par rapport au vécu. Est-ce que ce sont des traumatismes et du coup on se dit ah je vois Emmanuel Macron, il me dit on est en guerre, ça m'effraie, je le retiens, ou alors est-ce que c'est complètement autre chose? Alors je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui disent Emmanuel Macron c'est ce qui résume le début du Covid ou de la Covid. C'est vraiment déséquilibrer les deux pour moi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron c'est un signal. C'est un signal de quelque chose qui, on ne sait pas encore ce que c'est, mais ça sent pas bon. Et les paris ou toutes les grandes métropoles désertées, c'est quelque chose qui a duré longtemps. Donc, ouais, et je pense aussi, je te coupe, hein, que Macron, il y a l'image et le son. Donc il y a deux éléments là qui nous saisissent, et puis il nous parle à nous. Macron, il me parle à moi quand je regarde la télévision et qu'il me dit « nous sommes en guerre ». Alors que les images, c'est plutôt un décor, en fait. Je regarde quelque chose qui est un peu en dehors de moi. Donc peut-être qu'en termes d'implication affective, c'est peut-être plus fort parce qu'il me parle, il me dit « on est en guerre », on est tous en guerre collectivement. Exactement. Et effectivement, moi, je trouve que c'est des images de nature différente. En tout cas, j'arrive même pas à dire laquelle m'a le plus impressionné, en fait. C'est la question impressionné ou se souvenir, parce qu'on se souvient des deux, je pense. Exactement. Et Nadine, est-ce que c'est le côté justement grand-messe, hein, quelque part télévisuel, le fait que c'est un moment où tout le monde est devant son téléviseur, qui fait que on se dit, oula, c'est un moment d'ampleur. Hyper marquant, et du coup on va s'en souvenir après. En fait, quand Macron dit ça, moi je me souviens d'avoir assisté à ça, mais quand il le dit, je dirais pas qu'on n'y croit pas, mais on voit pas ce que ça représente. C'est ça pour moi la différence. Alors que les rues vides, ça c'est quelque chose que il me semble que personne ne pourra oublier parce que c'était tellement étrange et inédit. Et ben d'ailleurs Nadine, on a Dr K. Pardon Nadine, on a Dr K justement qui est d'accord avec vous, qui dit par contre le silence dans les rues de Paris, ça m'a marqué effectivement. Dans le même esprit. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont marqués par la voix, par un discours, et d'autres qui sont marqués par le silence. Comme quoi, on est tous fabriqués différemment. On est tous différents. On va passer à un autre thème, la famille royale britannique. Alors c'est assez intéressant parce que finalement en France, pourtant c'est pas notre famille royale à nous, mais on y est assez attaché. On a deux photos. D'abord le mariage de Meghan et Harry. Donc c'était en 2018. Harry, voilà, Meghan Markle et Harry, voilà, qui se sont mariés en mai 2018. Et de l'autre, le couronnement d'Elisabeth II. Donc là, elle est avec son mari, le défunt, on peut l'appeler Prince Philippe. C'était le 2 juin 1953. Ça commence à faire très longtemps. Elle avait 25 ans, la reine Elisabeth. Et donc, ça a été ce qui est assez intéressant, et on va pouvoir vous faire réagir, Thomas, là-dessus, c'est que ça a été le premier événement vraiment télévisé Mondovision. Voilà, je vais y arriver. Donc, dites-nous en commentaire dans le chat quel événement vous a le plus marqué sur Markle, sur la famille royale britannique. Si c'est plutôt le mariage de Meghan et Harry, ou c'est plutôt le couronnement de la reine Elisabeth. Donc, avec mes affiches qui font notre taille. C'est quand même très générationnel. C'était en Mondovision, effectivement, en 53. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important? C'était effectivement la première fois que le monde entier voyait la même image. Alors,
potentiellement, parce qu'en 53, Oui. je pense qu'il y a des gens qui regardent la télé, qui regardent la TikTok, demander à vos grands-parents, à grands-parents s'ils avaient la télé en 53, je suis pas sûr. Hein. Donc c'est assez théorique quand même, hein, tout ça. Mais le simple fait de dire, c'était sur toutes les télés du monde, rien que ça génère une discussion. Ça crée les conditions de se dire c'est un événement. C'est intéressant, c'est que c'est pas uniquement c'est en Mondiovision, donc tout le monde le voit. C'est pas ça. C'est de dire c'est en Mondiovision. Et du coup, on se dit tiens, c'est un événement particulier auquel je dois être associé d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être en écoutant la radio, en achetant Paris Match la semaine d'après, en revoyant des images des années après. Donc il y a toute une mythologie qui est autour de ça. Donc c'est intéressant parce que ça dit aussi ce qu'est un événement. Un événement historique, c'est pas uniquement quelque chose que tout le monde a vu. C'est ce qu'il est devenu. Alors, c'est pas de moi, c'est Michel de Certeau, qui est un grand historien, qui a raconté qu'un événement, c'est pas tellement ce qu'il a été, c'est ce qu'il devient. Et en l'occurrence, ce qui est devenu cette image-là du couronnement de la reine Elisabeth, c'est précisément, dans la mémoire collective, le premier événement diffusé en Mondiovision. Et donc, ça devient un événement pour ça. Et ce qui est intéressant aussi, je vois dans les commentaires, beaucoup parlent de Lady Di, qui est décédée en 97, pardon. Oui. C'est vrai que ça marque aussi, on s'en souvient, et pourtant, la famille royale britannique, nous, on est français, donc alors je sais pas si ça peut parler aussi de la mémoire, mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir un tel attachement à cette famille royale britannique? Et pourquoi est-ce qu'on retient ça? Voilà, c'est ça, et pourquoi on retient ça? Alors, je sors de mon domaine. Parce que je ne pense pas qu'un biologiste puisse répondre à cette question. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une chose qui est importante dans la mémoire, c'est aussi la familiarité. Oui. Ce qu'on appelle la familiarité. Et je pense que cette famille, on la suit depuis longtemps. Et Lady Di était particulièrement familière pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est comme quelqu'un qui est devenu une partie de votre famille proche. Ça fait ça avec les séries aussi. Quand on regarde des séries auxquelles on est bien attaché, on est très très sensible à ce qui va arriver à notre personnage préféré. Pourtant, on sait que c'est de la fiction. Mais je pense que cette notion de familiarité est importante. Mais c'est intéressant que tu parles de fiction parce que c'est la même logique, c'est le même ressort, c'est le récit en fait. Oui. Le storytelling, le récit qui nous inscrit dans une grande histoire. Oui. Et du coup, on est impliqué en fait. Et quand on est impliqué, alors je ne sais pas, là, tu me dis ce que tu en penses, mais quand on est impliqué, je pense qu'on se souvient plus que quand on est désimpliqué. Franchement, il y a des tas de choses qui se passent dramatiques dans le monde. On voit passer ça aux infos. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'oreille d'après. Il n'y a rien qui nous accroche. Ça ne nous accroche pas. Et regardez combien de fois on regarde des pubs à la télé. Ça nous accroche peut-être très très inconsciemment, mais à la fin, vous dites c'est quoi les pubs que vous avez vues? On sait même plus combien de fois en fait. Alors, il y a moi ce vin qui nous dit c'est comme le premier homme sur la Lune. C'est une parfaite transition parce que maintenant, deux autres photos. Ouais. On a Neil Armstrong le 21 juillet 1969 qui marche pour la première fois et pour toute l'humanité sur la Lune. Cette photo, elle est iconique, on peut dire iconique. Et on a une deuxième photo qui est aussi dans l'espace, cette fois-ci, mais avec Thomas Pesquet, notre astronaute français. Pardon, je vais fouetter mon collègue. Qui c'est du coup une photo de Thomas Pesquet, un selfie. Je ne sais pas si on le voit bien. Si. Voilà. Selfie qui a été pris le 23 février 2017. Donc à cette époque-là, il est à bord de l'ISS. Il prend cette photo. C'est quand même le meilleur selfie de l'histoire. Dites-nous en commentaire quelles sont, entre ces deux photos, celle qui, pour vous, est la plus marquante. Alors c'est vrai que moi, je dirais les pas de l'homme sur la Lune quand même. Et oui, parce que c'est vrai que c'est une image qui est devenue presque un totem, enfin en tout cas quelque chose que l'on voit même dans des publicités, qui est devenu quelque chose tellement fort que pourquoi est-ce que cette image-là, elle est presque devenue emblématique alors que sur place, je veux dire, il n'y a pas de photographe. Donc sans cette image, on ne sait pas que l'homme est sur la Lune. En tout cas, on n'a pas la vérification qu'il y est vraiment. Exactement. Thomas. Est-ce qu'il y était vraiment? Oui, il était vraiment. Exactement. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est la fabrique des images. On parlait tout à l'heure de la fabrique des souvenirs. Là, c'est la fabrique des images. Oui, et je trouve que Pesquet, c'est un bon exemple parce que, en fait, Thomas Pesquet, que j'aime beaucoup, mais il prend énormément de photos. Et du coup, la banalisation de la photo fait qu'on ne se souviendra plus jamais de quand a été la première photo, par exemple. Alors que la photo de Neil Armstrong, elle est unique. C'est la photo qui raconte un moment. Et donc, c'est la rencontre entre la rareté de l'objet, la photo, et la rareté du moment, qui est le premier homme sur la Lune. Franchement, Thomas Pesquet n'est pas le premier à aller dans l'espace.
et surtout, il en fait des tas des photos. Du coup, ça banalise quelque chose d'extraordinaire. Je voyais même l'autre jour, il faisait un tweet, quelqu'un s'amusait en disant il faudrait faire croire. Il y avait un type qui se déguisait en singe ou qui mettait une photo de singe. Il disait il faudrait qu'on se déguise tous comme ça. Quand Pesquer viendra sur Terre, ça le fera pour lui faire croire qu'on est devenu comme ça. Et il a tweeté en disant les gars, j'ai Internet dans l'espace. Et je trouve que cette espèce de. Il n'y a plus de. Non, mais cette espèce de distance. Il n'y a plus de distance. Voilà, il n'y a plus de distance. Or, c'est aussi le caractère un peu exotique et le caractère lointain qui nous marque, parce que du coup, on se dit, c'est un moment d'histoire. C'est ça aussi, hein. On n'a pas employé tellement le mot, mais c'est le moment d'histoire. Alors là, on voit d'ailleurs que ça dans les réponses sur le chat qu'effectivement, quand même, le premier pas de l'homme sur la Lune, ça reste quand même le moment le plus marquant. Alors là, Thomas, merci, parce que c'est toutes les premières fois aussi. C'est toutes les premières fois. Le premier amour, le premier baiser, si vous faites un peu d'introspection, vous verrez la première rupture, toutes les premières fois, la première personne qu'on perd dans sa vie, tout ça, non, mais c'est vrai. On s'en rappelle. Les premières fois, elles sont marquantes. Mais Thomas, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est l'histoire. Dans les expressions, il y a devoir de mémoire qui implique la mémoire. Il y a des commémorations, il y a des souvenirs qui sont institutionnalisés. On a eu il y a quelques jours un hommage national aux derniers compagnons de la Libération. Est-ce que ces événements-là, ces moments forts dans la vie d'une nation, ils sont aussi importants pour écrire l'histoire? Alors là, c'est un peu particulier parce que on sort un peu de notre thème là du soir, parce qu'en fait, c'est à un moment donné où le pouvoir politique dit vous devez vous souvenir. Or, nous, on n'arrête pas de dire depuis le début, essayer de comprendre mais pourquoi on se souvient. Donc, c'est pas du d'ordre de devoir. On ne dit jamais souviens. Tu dois te souvenir du but de Zidane en finale de la Coupe du Monde. Tu t'en souviens parce qu'il t'a marqué, parce que tu as été quelque part dans ton cerveau connecté à quelque chose d'autre. Là, c'est très différent. On est sur quelque chose de politique. C'est Primo Levi qui a dit les hommes ont un devoir de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la déportation, du génocide juif, pour s'en souvenir, pour que ça ne revienne pas. Donc, tout d'un coup, on donne à la mémoire une fonction qui est de bien se souvenir pour ne pas répéter l'erreur. Ce qui est, je crois, le contraire même de ce qui se passe dans notre cerveau, où notre cerveau sait trier lui-même les affaires, mais il n'y a pas de devoir. C'est-à-dire que ça se fait, enfin, je parle sous contrôle, mais ça se fait de manière, la fabrique se fait de manière un peu alchimique, mais en tout cas, il n'y a personne qui nous dit « souviens-toi de ça », parce que sinon, peut-être dans l'éducation des enfants, ça peut exister. On ne va pas être d'accord là. Mais c'est bien, c'est bien. En fait, je pense qu'on est en plein dans un sujet très actuel. C'est-à-dire que, et pourtant qui a commencé, je dirais, en 1925 avec Albax, qui a écrit ce livre merveilleux, là, le cadre social de la mémoire. Et en fait, il y a quand même une fonction dans la mémoire. Alors, je suis d'accord, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on fabrique les souvenirs comme ça, sans y penser. Par contre, quand on rappelle les souvenirs, on ne les rappelle pas de la même façon suivant avec qui on est. C'est-à-dire que quand on dévoile sa mémoire, quand on rappelle un souvenir, sauf si on est tout seul dans une pièce et qu'on essaye de se remémorer quelque chose, la mémoire a une fonction sociale. C'est-à-dire que je donne à voir à la personne à qui je raconte, je donne à voir la personne que je suis et que je veux donner à voir. Et ça peut être très différent. Et là où ça rejoint quand même, où la commémoration rejoint quand même les études sur la mémoire, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de comprendre comment on passe de cette mémoire individuelle à cette mémoire collective. Exactement. Et on s'aperçoit, par exemple, si on prend un événement comme les bombardements de la région de Caen pendant la dernière guerre, que la mémoire individuelle s'est construite avec des gens qui sont morts bombardés par les Alliés, soyons clairs, et ça a mis énormément de temps, cette mémoire individuelle. Elle n'a pas été entendue, et ce qui est resté, c'est quelque chose, on l'a même un petit peu occulté. C'est-à-dire que parce qu'on ne voulait pas gâcher la belle image. Ah oui, effectivement, et il y a dimanche, il y a eu une commémoration du 17 octobre 1961, c'est la manifestation d'Algériens à Paris. Selon les historiens, il y a eu entre 100 et 300 morts de cette répression sanglante par la police, et la communauté algérienne a beaucoup souffert du fait que cette histoire, cet événement a été caché, occulté. Là, la mémoire ne s'est pas faite. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Thomas, le fait que justement, quand la mémoire n'est pas faite?
Voilà, c'est que en fait là, il ne reste que la mémoire traumatique et la perception que votre souvenir et votre traumatisme n'est pas reconnu à sa juste valeur par la communauté nationale. Donc en fait, c'est effectivement, là on est sur un sujet vraiment plutôt politique, mais qui tient à la mémoire, parce que ces gens se souviennent parfaitement d'où ils étaient, leurs enfants aussi, qui ont eu les récits de leurs parents. Des gens ont su ça, mais cette mémoire a été occultée complètement, comme dans le cas effectivement des bombardements à Caen. Donc il y a la mémoire occultée, puis la mémoire qui devient nationale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le moment, avec Hubert Germain, là, le dernier compagnon de la Libération mort la semaine dernière, c'est le moment où la mémoire devient histoire. En fait, il y a un moment donné, quand il n'y a plus de survivants, bah, la mémoire, elle a disparu. Elle ne survit que par le récit de ceux qui éventuellement en ont entendu parler, mais on s'éloigne progressivement. Et donc, en histoire, on distingue classiquement le passage de la mémoire à l'histoire. Et c'est là où c'est intéressant, parce que l'histoire se sert évidemment de la mémoire pour se construire. La mémoire, l'histoire, c'est la mise en ordre du passé. Mais comment on décide? Bah, précisément en décidant de faire remonter telle mémoire par rapport à telle autre. Et effectivement, dans ces conditions-là, il y a des mémoires qui sont oubliées pour toujours et des mémoires qui ne seront jamais, jamais et jamais utilisées par l'historien, sauf peut-être un jour un historien qui dit tiens, et si j'allais reconvoquer cette mémoire. Donc c'est intéressant de voir effectivement là comment la mémoire des individus peut se perdre dans un océan politique qui, parce qu'il en a besoin, va oublier telle ou telle mémoire, comme après la Seconde Guerre mondiale, on a besoin de se reconstruire, donc d'oublier la collaboration. Donc regardez, même l'expression, l'amnistie. Quand on va amnistier les crimes, c'est-à-dire qu'on va décider de les oublier d'un point de vue juridique. Mais pour les gens, les crimes n'ont pas disparu. Vous voyez, donc c'est un choix politique. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez, dites-nous en commentaire quelle actualité, quel événement vous a marqué, si c'est par exemple les attentats du 11 septembre, si ce sont des événements plus heureux, pour qu'on comprenne un petit peu aussi comment cette mémoire, elle se construit. Et vous qui nous regardez, je suis sûre que vous avez un événement comme ça qui vous a marqué. Tout à l'heure, Nadine, vous avez parlé de la mémoire traumatique, et je sais qu'on en a beaucoup parlé ensemble en préparant ce live. Et toi, ça te passionne? Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Et justement, comment elle se construit cette mémoire traumatique, mais comment est-ce qu'on arrive, en agissant sur la mémoire, pour réparer en fait des traumatismes. Alors, peut-être pour dire la mémoire traumatique, c'est quand on a un événement, on est témoin, et du coup, il y a un choc qui se fait en soi, et ça reste prégnant. Ou alors même si on a été, parfois, mais aussi, les études montrent que témoin devant son poste de télévision d'un événement qui est très fort et on reste devant sa télévision, on peut aussi avoir cette mémoire traumatique. Comment est-ce que vous l'étudiez, vous, Nadine? Alors, le problème de la mémoire traumatique, c'est que c'est une sorte d'hypermnésie, c'est-à-dire qu'on a sorti un élément souvent très tragique, très traumatique, et qu'il vient envahir notre quotidien sans il y a un bruit qui se déclenche, et ce bruit nous ramène à cet événement traumatique, et là on est complètement on n'est pas bien du tout, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu, mais il y a une très belle étude qui a commencé, c'est au sein du projet 13 novembre, donc qui a été mis en route après. C'est un projet qui est drivé par Denis Péchanski, qui associe plusieurs. C'est un projet très interdisciplinaire, et la partie neurobio de la mémoire, psycho, c'est Francis Eustache et Pierre Gagnepin à Caen qui s'occupent de ça. Et en fait, ils étudient la manière dont tout le monde ne va pas développer ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique, y compris parmi les gens qui ont été dans ce qu'ils appellent le premier cercle, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés tout de suite ou pire, qui ont vécu l'événement. Parmi ces gens-là, il y en a qui vont développer un stress post-traumatique, mais il y en a qui ne le développeront pas, qui ont ce qu'on appelle une résilience. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le cerveau des gens qui développent une résilience, ce qui se passe, qu'est-ce qui les protège. Donc, il étudie ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'étudie sur les gens qui ont été directement touchés. Et puis, il a fait plusieurs cercles comme ça. Les gens du quartier, ceux qui passent toujours là en accompagnant leurs enfants à l'école, et puis des gens qui ne sont même pas à Paris, qui sont dans d'autres grandes villes de France. Et on s'aperçoit qu'il peut même y avoir des stress post-traumatiques qui peuvent se développer chez des gens qui n'ont pas été directement touchés. Alors, évidemment, une solution, c'est souvent, il y a un événement traumatique, on se dit on va bloquer la mémoire de cet événement pour l'effacer.
Mais en fait, on peut pendant un moment bloquer les pensées intrusives qui vont venir comme ça, envahir notre quotidien avec des médicaments, avec des choses comme ça. Mais sur le long terme, souvent, c'est quelque chose qui échappe un peu. Alors, on essaye aujourd'hui des thérapies cognitives. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe pour lutter contre un événement traumatique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous réactivez un souvenir, vous le mettez dans un état fragile. Si à ce moment-là, vous proposez d'associer, par exemple, un autre contexte à cet événement, un événement heureux ou des choses comme ça, vous pouvez, par chance, avoir une reconsolidation du souvenir qui soit un peu différente de ce qu'elle était au départ. Et comme ça, vous allez pouvoir lutter contre le traumatisme. Alors, il y a des techniques comme le MDR, c'est-à-dire ce sont des techniques où on entraîne le cerveau à un certain rythme pendant qu'on fait réactiver des souvenirs traumatiques pour empêcher que ces souvenirs traumatiques soient à nouveau consolidés. Et d'ailleurs, Nadine, on a une question en parlant de ces mémoires qu'on oublie. Pourquoi on ne se souvient pas de ces premières années, en tout cas de ces 3 premières années? C'est une question que nous pose le Ferdinand, voilà. Le pseudo n'est pas facile à dire. Désolée pour celui qui a posé la question. Alors, c'est pas un événement d'actualité, mais c'est un événement. Non, mais c'est personnel. Pourquoi on ne se souvient pas de ces 3 premières années et après, on va faire un nouveau quiz? On s'en souvient, en fait. Alors, c'est l'amnésie. En fait, ça résulte du fait que le cerveau n'est pas encore câblé. La fabrique des souvenirs n'est pas encore parfaitement optimale. Elle n'est pas encore câblée. Donc, on a tout en place. Mais il semblerait que ça manque un peu de coordination. Alors, ce qui peut se passer sur cette enfance, c'est qu'on ait des souvenirs, mais qui sont comme des images, qui sont un peu éparpillées dans notre cerveau. Comme des flashs. Qui peuvent ressurgir, comme des flashs. Mais on n'a pas de souvenirs construits de notre toute petite enfance. On n'a pas de souvenirs construits, mais la mémoire fonctionne puisqu'on apprend à parler, on apprend à marcher, exactement. Il y a l'éducation qui passe. On a des apprentissages. Alors on ne sait pas si c'est qu'on n'a pas de souvenirs, c'est pas qu'on n'a pas de souvenirs justement, mais c'est que on ne peut pas rappeler ces souvenirs-là. Alors peut-être parce que on a perdu le carnet d'adresse. C'est-à-dire tout à l'heure je disais l'hippocampe, il sait où il range les choses. Peut-être que là, l'hippocampe n'a pas noté où étaient les choses, où il n'était pas assez fonctionnel. Il y a plusieurs hypothèses autour de cette amnésie infantile, mais en tout cas, on peut quand même avoir des flashs sur certains moments. Parfois, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ça leur arrive, ils sont persuadés de se souvenir d'un truc, alors qu'en fait, c'est une photo qu'ils ont vue. Ça vous arrive à tous les deux. Voilà, on dit mais je me souviens très bien quand j'étais petit j'avais ce t-shirt. En fait c'est juste une photo qui est à la maison depuis toujours. Et c'est la fameuse Madeleine de Proust. Exactement. Alors c'est un peu différent. La Madeleine elle réactive quelque chose. Nadine n'est pas d'accord, mais on va faire un dernier quiz. Parce qu'on doit libérer Thomas qui va faire des choses très importantes ce soir comme regarder un match de foot. Exactement. On va vous montrer, alors c'est pareil, la pancarte est à l'envers, mais on va vous donner un événement et vous allez deviner à quel moment il s'est produit. Thomas, Nadine, vous pouvez aussi participer. Je vous y invite grandement. D'abord, c'est l'élection de Barack Obama aux États-Unis. En quelle année c'était? C'est vrai que parfois on se dit c'était lointain et en fait c'était il y a quelques années seulement. Donc alors, Thomas, lui, il va tuer le jeu parce que il y était presque sûr. Si je ne sais pas, je vais me faire virer. Alors l'élection de Barack Obama, selon vous, en quelle année ça s'est produit? Thomas, vous savez, Nadine, elle compte. Elle fait jouer sa mémoire. Moi, les années 2000. Alors, je vois dans les réponses 2012. Alors, 2008. C'est vrai que c'est la réélection, ça. Ah oui, première élection. Je n'ai pas précisé première élection. Alors, on a la bonne réponse. On a TikTok Talk, c'est ça, qui a répondu correct parce que c'est bien en 2008. C'était le 4 novembre 2008. Et donc, Barack Obama est élu 44e président des États-Unis. C'est la première fois. Un mardi. Est-ce que vous savez comment je me souviens que c'est un mardi? Allons-y. Parce que l'élection a toujours lieu un mardi. C'est pas bien. C'est même dans la Constitution. En tout cas, bravo pour ceux qui ont répondu 2008, c'était bien ça. J'ai déjà fait l'élection de Barack Obama. Je m'y perds avec mes petites fiches. On va ensuite parler d'une avancée sociale. On peut parler d'une avancée sociale. Nouvelle loi. Voilà, donc vous ne voyez pas comme d'habitude, mais c'est pas grave, on va vous le redire. Le mariage pour tous en France. Selon vous, en quelle année la loi a été promulguée en France, selon vous? Alors 2013, on a des cadors de l'info.
On a Là, des cadres de l'info. Là, oui. Bah, en fait, c'est ça. C'est bien 2013. Avec TikTok Talk, je pense qu'on va le recruter à France Info parce qu'il est très fort. Et très vite aussi. Parce que Google, ça va vite pour regarder les réponses. Mais alors non, pas 1968, c'est bien en 2013. Donc depuis le 17 mai 2013. Voilà. Ah bon? Donc, Mais non, c'est les grandes manifs, tu sais. Exactement. Ensuite, on va parler un petit peu de sport. Je pense que tout le monde aime Roland-Garros. La première victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros. Parce qu'on les compte plus, ces victoires. Selon vous, en quelle année a-t-il remporté sa première médaille, coupe Ah non, parce que oui, Roland-Garros. Voilà, Roland-Garros. Son grand chelem. Exact. Pas son grand chelem, son titre à Roland-Garros. Exactement. C'est vrai qu'on a l'impression que quand une personne a gagné plusieurs choses, nous on a envie c'est de presque 2005. une ère avant. Donc du coup, on a du mal à se souvenir. 2005? C'est bien ça. Je vois que dans les commentaires, il y a 2004, 2000, 2006. La bonne réponse était le 5 juin 2005. Donc Raphaël remportait à 19 ans quand même, son premier titre à Roland-Garros. Tu faisais quoi toi à 19 ans? Roland-Garros. Non, je faisais pas grand chose. Mais voilà. Ensuite, un peu de cinéma et un film, je pense qu'on aime tous. Regardez la sortie de Titanic. Selon vous, en quelle année c'était? C'est peut-être un peu plus simple, ça. 97. 97. C'était avant l'an 2000, c'était avant le bug. C'était avant, ouais. 97, moi je dis. Et Nadine, vous diriez? Moi, je me mets dans l'équipe de Thomas parce que elle a choisi son champion. Et ben, TikTok Talk, encore une fois, très bonne réponse. Et je vois aussi que Romy, Christian Nern, j'arrive pas à prononcer pareil, c'était bien en 1998 qu'est sorti Titanic, donc le film réalisé par James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Moi, je me souviens des gens qui étaient face contre les vitrines du cinéma et qui étaient tous massés comme ça. Moi, c'est ça la mémoire que j'ai gardée de ce film. Exactement. Ah oui, ce film iconique. Ensuite, on va parler un petit peu de manga avec la sortie du premier Naruto. Je ne suis pas du tout une spécialiste. C'est le moment où Caroline, elle flippe un peu parce qu'elle ne sait pas ce que c'est Naruto. Voilà, parce qu'il ne faut pas poser de questions. On en est au moins au 1000 et quelquième. Hein. On a dépassé les 1000. Thomas, vous diriez quelle année? J'ai peur de dire une énorme connerie, donc je vais quand même la dire. C'est les années 90, non? D'accord. Nadine, une idée? Oh là, ça c'est pas du tout. Années 80 peut-être. Moi, je dirais plutôt 80, oui, parce que mes enfants, ils ont vu Naruto. Mais au Japon, les vrais. Oui, mais justement. Bon, il n'y a pas de démon renard ici. Voilà, exactement. Alors, la bonne réponse est le 1er mars 2000. Et je vois que dans les commentaires, je n'ai pas vu de 2000, malheureusement. Donc, ah ouais? Voilà, c'était en 2000. Et ensuite, on va terminer. Alors, on en a deux. On va terminer avec celle-ci. Voilà, on va terminer avec celle-ci. Thomas. Je vois qu'il regarde sa montre. Voilà, exactement. On va non, pas du tout. La sortie de la PS5. La sortie de la PS5. Oh bah, c'est là. La PS5. La fausse sortie ou la... maintenant. C'est une bonne question, une bonne remarque. La première sortie de la PS5. Pour ceux qui l'ont reçu, évidemment. Voilà, pour ceux qui l'ont reçu. Ceux qui attendent le colis. Non, mais la PS5, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. C'est là. Donc c'est Noël. 2020. C'était avant Noël, non? C'est ça, c'est 2020. Et je vois dans les commentaires, Pierre Paillet 2020, donc c'est parfait. C'était bien ça. Et elle a tellement de succès qu'elle est encore introuvable. Ouais. Et la première, la PS1. Et la première, c'est quelle année, vous savez ça? La première, mais on avait regardé. C'était 90. Je crois 95. 95. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si vous avez joué à Verali, mais bon. Moi, c'était plutôt Mario Kart. Pas sur la PS5. Non, Nintendo DS, avec Nintendo aussi. Pour ceux qui connaissent. Eh bien, je crois qu'on va se quitter là, en tout cas avec Nadine et Thomas Negerhoff, que l'on va libérer. Nous, on va voyager un tout petit peu à France Télévisions pour voir Lina. Un très grand merci Nadine Ravel, spécialiste du cerveau et de la mémoire, déjà pour avoir fait le chemin depuis Lyon pour venir nous expliquer ce monde magnifique et passionnant, intriguant et peut-être flippant même parfois du cerveau. Et Thomas Negerhoff, journaliste et historien à France Info. À très vite, vraiment. Merci à vous. Merci à vous deux. Et donc nous, on va rester ensemble. On resterait des heures en fait, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses. Exactement. Alors, c'est parti. Donc,
Voilà, nickel, ça marche. On vous avait promis une petite surprise, on Ouais. va se balader dans France Télévisions. Ouais. Alors, on va emmener plusieurs petites choses avec nous. Ouais, Ça, vous allez voir, ça c'est- peut-être un peu, il va y avoir quelques turbulences au début. Ouais, exactement. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Je vais déconnecter. Voilà, je vais enlever le pied. Je vais mettre un petit micro parce qu'on ne sait pas si à France Télévisions on va bien entendre les choses. Et le masque, parce que le masque... Ah oui. Le masque. Voilà, le masque, il est là. Attends, je te tiens le téléphone. Voilà. Donc, je vais On vous va mettre montrer le masque. un peu notre studio. On va prendre la clé 4G Et pour si être vous sûr. avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser sur le chat, il n'y a pas de souci. Alors, je vais te demander de prendre le pied. C'est parti. Alors, on va voyager. Pourquoi? Parce qu'on va aller à l'Institut national de l'audiovisuel. L'Institut national de l'audiovisuel, c'est l'organisme qui est en charge de la conservation des images de la télévision. Je vous l'apporte. Là, vous allez voir toutes les coulisses, tout. Et c'est grâce à cet organisme qu'en fait, on peut garder en mémoire les événements, mais aussi ce sont des images qui servent pour les documentaires, qui servent également pour les reportages. Et parfois, si vous regardez les formats historiques sur ce compte TikTok, eh bien, c'est grâce à eux qu'on peut retrouver des images. Alors là, on se retrouve à France Télévisions. Exactement. Donc là, on est dans les... Je sais pas si on m'entend. Là, on est dans les couloirs de France Télé. Donc nous, on est au 4e étage. Et là, on va aller au 2e étage voir Lina. C'est pas très loin parce qu'effectivement, ce sont des gens qui travaillent quotidiennement avec nous. Et donc, on a besoin de les avoir très proches de nous. Alors, si vous voyez derrière nous, je ne sais pas si on va voir, je vous montre vite fait derrière nous, ce sont les salles de conférence de rédaction du 20h. Et on va descendre d'un étage. Alors là c'est le moment fatidique des pieds. On va arriver au 3e. Et en fait, au 3e, c'est intéressant parce que là, il est à peu près 19h et quelques minutes. Et c'est le moment où se font les derniers moments du montage. Alors, c'est derrière. Peut-être, Caroline, tu peux montrer où ça se passe. Vous voyez ? Voilà, les gens qui travaillent derrière, ce sont ceux qui sont en train de finaliser leur reportage pour le 20h ou le 19-20 sur France 3. Et autant dire qu'on ne va pas les déranger parce que ce sont toujours des moments un peu délicats où il faut à la fois se dépêcher, vérifier les dernières informations et la validation du rédacteur en chef, ce qui est toujours un moment où on a un peu peur. Voilà. Et regarde où tu vas. donc on arrive au 2e étage et c'est là effectivement, donc vous voyez c'est très très proche, ce sont des documentalistes et des gens qui travaillent avec nous. Et vous savez, je pense que Lina, ça vous dit quelque chose. Quand vous regardez une vidéo un petit peu archive, il y a toujours ce petit carré que vous voyez avec écrit Ina à l'intérieur. Donc c'est là qu'on va aller. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu conceptuel, mais ça peut être concret. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions à poser à ces documentalistes de l'INA, on va le faire, on va consacrer 10 minutes. Et on voulait vraiment vous les faire rencontrer parce que ce sont des personnes qui vraiment permettent d'entretenir la mémoire et la mémoire collective des événements. Et évidemment, c'est un travail qui est de l'ombre, mais qui est nécessaire, qui est même passionnant quand on a fait un peu d'histoire. Et on aime aller dans les archives de l'INA. Nous, on adore aller les rencontrer, donc on voulait vraiment mettre en valeur en fait leur métier. Les faire rencontrer aussi. En fait, on ne voit pas vos questions. Oui, c'est immense ici. Effectivement, c'est immense. Et je peux vous dire que quand vous arrivez ici pour la première fois, moi, je me suis perdue 15 fois. Et voilà, c'est des longs couloirs. Effectivement, il y a tellement de services, il y a tellement de gens qui travaillent ici. Combien de temps ils passent pour mettre à jour les archives? Et bien, justement, on va leur poser leurs questions. Merci pour vos questions, vous voyez. On arrive. On arrive. Alors évidemment, je suis content qu'on ne se soit pas perdu parce que c'est souvent le cas. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les locaux de l'INA ici à France Télévisions. On va allumer un petit peu les lumières. On va installer le... Voilà. On va remettre le micro. Et ça, c'est dans ce sens-là. Il faut pas que j'éteigne le téléphone. Non. Voilà, on va s'asseoir. Et on va remercier nos amis de l'INA. On va se rapprocher un petit peu. De toute façon, on est tous vaccinés plus ou moins. Tout d'abord, merci de nous recevoir. Bonjour Cédric. À l'INA. Merci d'être ici. Marine de Caen, donc vous travaillez, vous êtes documentaliste ici à l'INA. Et la responsable de l'antenne de France Télévisions, de l'INA à France Télévisions. À quoi ça sert d'archiver des images? Question bête, mais à quoi ça sert? C'est la première question. Alors, si je peux me permettre. Bien sûr. Bonjour, enchantée. Enchanté. Hélène Lassailly, direction des patrimoines de l'INA. Donc, à quoi ça sert d'archiver?
ça sert à constituer la mémoire. Je crois que vous avez beaucoup Exactement. parlé de mémoire depuis le début de votre live. Et si on n'archive pas, on n'a pas de mémoire. Donc archiver, c'est vraiment construire la mémoire de demain. Et combien d'heures d'images on a dans les serveurs Combien de de l'INA? millions d'heures? De millions d'heures. Alors l'INA, avant tout, c'est une collecte de l'entièreté de la radio et de la télévision française. Donc à ce titre, on archive un peu plus de 150 chaînes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc on a à disposition 22 millions d'heures. Alors ça, c'est au titre du dépôt légal. Donc c'est destiné en priorité aux étudiants et aux chercheurs. Toute la communauté scientifique Peut avoir accès. peut avoir à ces accès images, dans le cadre de à ces l'INATEC au sein de la BNF et dans des antennes réparties sur tout le territoire français, y compris les Outre-mer. Voilà, je fais un peu vite parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et le sous-ensemble de ces 22 millions d'heures en radio et en télé, c'est 2,5 millions d'heures pour les professionnels qui, eux, en font un usage professionnel. Et comment on stocke toutes ces images? Alors, une fois qu'on a... Alors, le stockage, C'est énorme, ce sont des voilà, gigas et des 22 gigas 22 millions d'images. d'heures, c'est beaucoup de gigas. On a un data center qui est en plus nouveau, enfin voilà, qui va être réinstallé sur le site propriétaire, qui est en train d'être réinstallé. C'est un des plus gros data centers en termes de volume de données, de data d'Europe. Et tout ça est entièrement numérisé. Alors, sur les fonds historiques, on a pratiquement fini la numérisation. En télévision, c'est plus de 99%. En radio, c'est un tout petit peu moins, mais pas beaucoup. Ça fait quand même 20 ans qu'on a démarré cette numérisation de nos collections. Et aujourd'hui, c'est évidemment, tout le monde est en natif numérique. France Télé les premiers, France Info aussi, évidemment. Et du coup, on ingeste des médias et des métadonnées qu'on stocke dans le data center. Alors, stocker, c'est bien. Et après, il faut Stocker, retrouver. Voilà, stocker, conserver, tout ça c'est très bien, on se constitue une mémoire, mais de cette mémoire, on en fait évidemment beaucoup de choses, puisqu'on est un média patrimonial, donc média on diffuse, et donc toute cette mémoire, elle est rendue à tout un chacun, avant tout sur ina.fr. Donc je vous invite à visiter la nouvelle version du site, qui est sortie il y a un tout petit peu moins d'un mois. Donc là, c'est notre première manière d'éditorialiser nos fonds, parce que stocker pour stocker, ça n'a pas de sens. Si on stocke, c'est pour pouvoir trouver, chercher, réutiliser et évidemment valoriser tous ces millions d'heures. Il y a une colle, c'est quoi la première archive de l'histoire de la télévision? Ça, c'est bien ça. Je l'adore celle-là. La première archive du JT, puisqu'on est à la direction de l'info de France Télévisions. Ici, C'est, ici dans vos locaux, c'est ce qu'on appelle le voyage en ballon. Alors, le ballon n'est pas monté très haut, en plus il s'est cassé la figure en atterrissant. C'est un premier reportage du premier journal télévisé. On est quelques années après-guerre, on est je crois en 48 ou 9, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est l'immédiate après-guerre. Alors ensuite, ça c'est pas l'image la plus ancienne dans nos fonds. On a des images du début du XXe siècle parce qu'on a une politique de mandat. Donc on a collecté des images du plan Marshall, de l'immédiate après-guerre. Et on a également toutes les images des actualités françaises qui partent de 1939-40, donc les années de guerre, pour finir dans les années 68-69, quand la télé démarre, justement, et qu'elle prend son envol. et ce qui est fou avec l'INA, c'est qu'il y a vraiment des communautés de personnes qui vous suivent sur YouTube et qui sont passionnées Alors voilà, des images. Voilà, c'est Et pour ça que ça voilà, entretient la mémoire exactement. collective. C'est pour ça que la restitution de cette mémoire, elle se fait, bon, je l'ai dit, auprès de la communauté scientifique, mais vraiment pas seulement. Et nous, les premiers, on la redonne à tout un chacun. Bon, j'ai cité ina.fr, mais on a Il y a des fans, hein. Ouais, on a un compte Instagram qui cartonne vraiment. Et on a une quarantaine de chaînes YouTube, on a des pages Facebook. Et on peut dire que par an, on a dépassé le milliard de vidéos vues. Comme la vidéo sur la tectonique. Par Alors exemple, pour ceux qui regardent le cher à live, TikTok. vous ne me voyez pas, mais vous entendez ma voix, je suis juste derrière la caméra. C'est vrai que la vidéo sur la tectonique, elle a Elle cartonné. a cartonné, voilà. Alors moi, On a aussi un compte TikTok, bien sûr. Voilà, Ah, mais que tous les j'invite, comptes TikTok de les l'audiovisuel TikTokers public sont évidemment voilà. à suivre. Moi, j'ai deux petites questions pour Marine, Bien sûr. parce que évidemment, là, on a parlé du stockage, mais tout le travail, en fait, c'est les documentalistes. C'est un autre travail. Tout à fait. Et en fait, il faut aller puiser dans ce fond qui est énorme, et plus il est énorme, et évidemment, plus c'est compliqué de trouver. Comment est-ce que l'on fait pour, quand un journaliste vient vous voir, je veux travailler sur, je sais pas, sur un événement historique, comment est-ce que vous
vous allez puiser finalement dans la richesse du fonds Alors, Lina. Avant même de rechercher cette archive, il faut savoir qu'il y a des documentalistes qui ont travaillé sur comment valoriser cette archive. On écrit des résumés, on ajoute des mots-clés de façon à pouvoir la retrouver facilement dans nos bases de données. Plus mieux elle est décrite, plus on la retrouvera facilement. Ensuite, il y a une chose qui est importante aussi, qui fait partie du travail des documentalistes, c'est d'apprendre à recontextualiser ces archives. Et oui, parce que parfois il y a des images, elles ont été tournées à l'époque avec un commentaire de l'époque Voilà. qui peut être trompeur ou alors l'histoire a évolué, les historiens ont travaillé et on se rend compte que l'événement s'était passé complètement Voilà. différemment. Il y a son image, il y a l'interprétation qu'on en fait. Ça, c'est extrêmement important et ça fait partie du travail des documentalistes, de savoir comment on pouvait parler d'un événement il y a 50 ans. Ce ne sera pas la même façon de l'évoquer il y a 50 ans que maintenant. De plus, les moyens techniques n'étaient pas les mêmes. Actuellement, on tourne avec un petit iPhone comme ça. Et on produit aussi des milliers d'images, des archives. Qui prend le son aussi, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Les journalistes, ils se transportaient avec de gros moyens techniques. Donc c'était plus long, il n'y avait pas la même immédiateté. Donc tout ça, c'est important à prendre en compte aussi. Et il y a aussi la mémoire qui fait défaut. On a parlé dans ce live des mémoires qui n'ont pas été écrites. Parfois, on est journaliste, on a envie de parler d'une thématique. Moi, je me souviens que dernièrement, j'ai voulu faire un sujet sur les tirailleurs sénégalais. Et il y avait très peu d'images dans l'INA. Alors après, on trouve autrement des photos, Bien etc. sûr. Ça pose la question de qui écrit la mémoire finalement. Alors bon, les tirailleurs sénégalais, c'est un bon exemple parce que la télévision n'existait pas lors de la Première Guerre mondiale. Donc forcément, les images, c'est pas là où on va en avoir le plus, mais on peut en parler autrement. On peut en parler, on a beaucoup de témoignages de tirailleurs sénégalais où on a de très belles images, des interviews des régions, des télés d'outre-mer qui ont retrouvé des tirailleurs et qui ont été les interviewer avant qu'ils décèdent. Et du coup, ça crée cette mémoire. Exactement. On a des fictions aussi qui recontextualisent des épisodes historiques qu'on peut réutiliser, enfin voilà, en guise d'illustration. Donc vraiment, tout ça est fait pour, avec les images d'hier, éclairer aujourd'hui et donner à comprendre, avec la profondeur historique, donner à comprendre les événements de maintenant et ceux à venir, quoi. Et c'est vrai que la mémoire du futur. Oui, c'est passionnant. Enfin, moi, je le dis vraiment de travailler avec vous parce que c'est vrai que parfois, il y a des images qui, à l'époque, étaient censurées ou elles étaient filmées d'une certaine manière pour dire quelque chose. Et effectivement, si on va dans l'INA, on trouve cette image et on va se dire « Ah, ben c'était comme ça à l'époque ». Sauf que non, il faut le travail d'un documentaliste et des historiens pour accompagner et pour avoir la vérité. Recontextualiser, expliquer comment c'était fait, pourquoi c'était fait comme ça et donner à comprendre pour construire un discours et construire du coup une mémoire. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans nos locaux, dans vos locaux. Mais en fait, on est un peu au même endroit parce qu'on est à France Télévisions. quand même. Parce qu'on est à France Télévisions et vous avez vos locaux. Voilà, c'est ici qu'on accueille les journalistes et les documentalistes de la rédaction qui viennent nous demander des archives pour les journaux télévisés. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur. Oui, voilà, il faut être bon sur les genoux. C'est pour dire quand même au revoir à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Merci à Anthony Jameau et à Carole Bellingard qui nous ont accompagnés dans la rédaction en chef, à Dimitri Arcangeli pour l'accompagnement, la coordination, Nasser Boubaker, Canel Sabourin aussi, Mathilde Potier et tous ceux qu'on aurait oubliés, mais j'espère, je croise les doigts que non. Demain, il y a un autre live qui est consacré à la mémoire sur le compte de France Télé Slash. Comment est-ce qu'on se souvient de ses rêves, par exemple. Voilà, et c'est ils vont vous donner plein d'astuces pour booster un petit peu votre mémoire, apprendre vos leçons, les présidents de la République, enfin voilà, plein de petites choses, donc ça va être très sympa. Merci de nous avoir... on se retrouve demain. Merci à tous. Merci à vous. Et bonne soirée. À bientôt.